famine, les guerres, les maladies sont autant de mots qui minent notre continent. Le défi de l'Afrique est une émission qui apporte conseils, suggestions et solutions pour mieux vivre en Afrique. Une production de Transworld Radio présentée par Omer Liassé. Promouvoir la survie, la croissance et le développement du jeune enfant demande que l'on puisse élaborer un certain nombre d'activités, un certain nombre d'actions. Alors, pour mieux comprendre justement les activités qu'il faut planifier, nous avons besoin de comprendre ce qu'est la petite enfance, la relation entre chaque âge, les étapes du développement de la petite enfance, afin de mieux comprendre l'importance de prendre en compte l'approche du cycle de vie dans la planification du développement. Et pour ce faire, nous recevons encore M. Tetia Armand Pierre, qui est du ministère ivoirien du Plan et du Développement et coordonnateur du jeune enfant et point focal développement de la petite enfance pour la Côte d'Ivoire. M. Tetia, bonjour et bienvenue encore. Merci. Alors, c'est un sujet important, mais avant d'aborder les autres thématiques au cours des émissions à venir, on voudrait comprendre un peu quels sont les jalons dans le développement de la petite enfance. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la définition de la petite enfance et puis alors les différentes étapes? Pour parler de définition, quoique j'aime pas trop la définition, mais on va essayer. Oui. Alors, nous disons que le développement de la petite enfance est un processus qui va prendre en compte les facultés psychomoteurs, intellectuelles, sociales et affectives du jeune enfant. Il faut donc permettre à l'enfant de mieux s'intégrer dans la société et surtout de lui donner un bon départ dans la vie. Donc c'est un ensemble de services ou d'offres qui lui sont offerts afin qu'il puisse intégrer la société. Je rappelle que par principe, l'enfant est un être vulnérable. Et sa vulnérabilité fait qu'il a besoin qu'on le prenne en charge. Et le développement de la petite enfance s'inscrit justement dans cette prise en charge. Ok, alors dites-nous, quelles sont les étapes de ce développement-là? Alors, au plan international, je vous disais il y a quelque temps que nous ne sommes pas seuls. Et au plan international, il est défini que la petite enfance est prise en compte dans la tranche d'âge 0-8 ans. Mais quand on dit 0-8 ans, on ne fait pas le tour de la question. Il y a encore deux étapes qui sont en amont, c'est-à-dire la période prénatale et la période périnatale. C'est-à-dire au moment où l'enfant est conçu et juste au moment où l'enfant est mis au monde, 7 jours après. À partir de là, on a les autres tranches d'âge, 0-3 ans, 3-6 ans et 6-8 ans. Et à chaque niveau de tranche d'âge, justement, il y a un ensemble d'aptitudes à développer, un ensemble de comportements à adopter, une spécificité de prise en charge à mettre en place. Ok, avant de revenir justement sur ces différentes spécificités, dites-nous, comment est-ce que l'approche du cycle de vie intègre une planification ou une intervention dans le cadre du développement du petit enfant? Oui, c'est une bonne question parce qu'on n'apporte pas les réponses de façon imprécise. Il faut apporter les réponses selon la tranche d'âge. Alors, on va voir que par rapport à la période prénatale, il y a un ensemble de choses à faire. La mère qui est enceinte, elle doit forcément avoir une hygiène de vie alimentaire convenable. Il faut qu'elle fasse ses consultations prénatales. Il y a un ensemble de choses à faire selon qu'on se situe dans l'une ou dans l'autre tranche. Et vous allez vous rendre compte que selon qu'on est dans une tranche ou dans une autre, il y a des aspects, des domaines qui sont plus pertinents que d'autres. Par exemple, pour la période prénatale, c'est le volet santé-nutrition qui est mis en évidence. Même si on peut y avoir des aspects d'éveil. Parce que
il se trouve que le père qui est avec sa femme doit accompagner la femme durant tout le processus de la grossesse. Mais il doit chanter des berceuses à l'enfant qui est dans le ventre. Ça apparaît aussi anodin, mais des études ont montré que c'est positif pour l'enfant. Le fœtus se développe mieux. Donc, il y a un ensemble d'approches à développer. Et selon qu'on est dans la période, notre programme d'éducation parentale, justement, permet de comprendre que à chaque étape, voici des comportements à changer, voici des comportements à renforcer, voici ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que le programme d'éducation parentale est très important pour nous, quoique transversal à tous les domaines d'intervention et à tous les secteurs. Oui, vous disiez que faire un enfant, c'est toute une responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de vouloir ou d'avoir envie de faire des enfants. Ou d'avoir les moyens physiques ou biologiques. Oui, c'est ça. Avoir les moyens physiques ou biologiques de le faire, ça ne suffit pas. Et je crois que cela, on ne l'a pas encore bien compris sous les tropiques. Et nous faisons des enfants n'importe comment et n'importe quand. Justement, je voudrais encourager tous ceux qui sont à l'écoute, tous les parents, tous ceux qui sont en âge de procréer, de savoir ce qu'ils sont en train de faire lorsqu'ils veulent avoir des enfants et qu'ils restent à l'écoute de ce programme, de cette série. Vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider dans le cadre de votre intervention, dans le développement de votre enfant, mais également dans le développement des enfants des autres, parce qu'il y a également une approche communautaire, n'est-ce pas, Monsieur Tetia? Et justement, pour vous encourager, je vous propose l'hymne des vainqueurs pour vous permettre de persévérer. Donc, c'est Mohamed Sanogo, tiré de son album Persévérer. Oh mon Dieu, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille. Oui, je sais que c'est dur, mais du courage, ça va aller. Bien entendu, si on reste les bras croisés, ça ne va pas aller. Je ne dis pas ça va aller pour ceux qui croisent les bras. Ça va aller pour ceux qui ont des objectifs, qui se fixent des objectifs et qui persévèrent jusqu'au bout. Et avoir des enfants, élever des enfants, avant tout se fixer des objectifs et se donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. N'est-ce pas, Monsieur Tetia? Exactement. Ok, donc nous sommes, vous l'avez constaté avec Monsieur Tetia Pierre, qui est le point focal national Côte d'Ivoire en ce qui concerne le développement de la petite enfance. Et nous parlons dans le cadre de cette émission des jalons dans le développement de la petite enfance. Alors, Monsieur Tetia, nous allons revenir sur chaque étape et puis les caractéristiques et puis comment est-ce qu'on peut planifier des interventions dans le cadre de ces secteurs ou bien de ces parts, de ces jalons. Exactement. Avant de commencer, je voudrais déjà dire que dans la définition du développement de la petite enfance, il y a deux mots qui sont sortis, mais qui me paraissent assez importants. C'est déjà le développement lié à l'aspect psychomoteur de l'enfant, à l'aspect intellectuel, à l'aspect affectif et à l'aspect social.
Mais il y a aussi l'approche d'intégration des services ou des offres. Et cette intégration prend en compte les secteurs de l'éveil, de l'éducation, de la santé, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, de la nutrition et de la protection. Alors, c'est important parce que ça permet de comprendre justement les différentes interventions selon les tranches d'âge. Oui. Quand nous sommes dans la première tranche, première phase, qui est la période prénatale, Oui. là-bas, c'est le volet santé, nutrition qui prend le pas sur tous les autres avec un peu de relent d'éveil. Alors ici, par exemple, il est à considérer des activités qui vont permettre à la femme d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Donc le volet nutrition, Donc déjà à ce stade-là, l'accent est mis sur la maman. la maman, exactement, parce que c'est elle qui porte l'enfant. C'est elle qui porte l'enfant. La santé de l'enfant va dépendre de la santé de la mère. Ok. Donc il faut déjà qu'elle ait à ce niveau une bonne hygiène alimentaire. Il faut éviter par exemple que la femme ne consomme de l'alcool ou d'autres substances nocives. Il faut également que la femme fasse ses consultations prénatales. Et aujourd'hui, on parle de CPN+. Donc, toutes ces approches-là doivent être faites. Aussi, la femme doit-elle accoucher sous la surveillance d'un personnel qualifié. Oui. On n'a rien contre les matrones, hein. Mais je veux dire, c'est une expertise qu'on peut mettre en évidence si ça se fait dans les règles. Mais au moins, il est indiqué que la femme doit accoucher sous la responsabilité d'un personnel qualifié. De même, pendant sa grossesse, la femme doit dormir sous une moustiquaire imprégnée, à longue durée d'action. Et il y a un fait qui passe souvent inaperçu, c'est qu'il n'y a pas de stimulation du fœtus. On peut stimuler le fœtus de plusieurs façons. Qu'est-ce que ça veut dire? Le programme d'éducation va s'étaler là-dessus. Ok. Et c'est une vie qui est en la femme. Je disais tantôt que le père qui accompagne la femme doit pouvoir parler au fœtus, doit pouvoir lui Oui, mais- chanter des berceuses. Oui, mais ce doit n'est pouvoir- pas dans nos habitudes, dans nos traditions Oui, africaines. mais non, quand vous dites ça, oui, c'est vrai, on peut le dire comme ça, mais regardez dans nos coutumes, on peut trouver des équivalents. Pas forcément en ces termes, mais je veux dire, Oui. c'est une assistance en fait, ce n'est rien d'autre qu'une assistance. Par exemple, la femme enceinte ne doit pas être battue, mais c'est un danger pour elle-même et pour l'enfant qu'elle porte. Donc, il y a autant de choses qu'il faut faire. Elle ne doit pas faire des travaux pénibles. Je ne dis pas qu'elle ne travaille pas, mais je dis qu'elle ne doit pas faire des travaux pénibles. Et on constate souvent aussi que les maris n'assistent pas les femmes pendant la grossesse. Oui, ça, on relègue toujours cet aspect-là à la femme, à la belle-mère, Voilà. je vais dire à tout ce qui est... Mais il y a un tout ce qui est devoir, il y a femme. un devoir d'accompagnement que l'homme doit s'atteler à faire. Et c'est bon pour le fœtus, justement. Et il y a la préparation à l'accouchement. Ça peut être fait par la communauté, ça peut être fait par l'environnement. Donc, il y a une forte approche de la communauté aussi qui est prise en compte ici. Et puis, quand la femme arrive à l'hôpital, c'est pas évident qu'elle soit bien reçue. Oui. Donc ça aussi, ça doit être fait pour favoriser le bon développement du fœtus. Donc voici entre autres activités qu'on pourrait mener quand on apporte des interventions dans cette tranche d'âge. Ça veut dire que des manquements au niveau de cette tranche d'âge peuvent avoir un impact sur... Exactement. Si la femme sur ne le suit futur. pas ses consultations prénatales, ça peut être un danger pour le fœtus. Si la femme est battue pendant qu'elle est enceinte, ça peut être dangereux. Donc il y a autant de choses qu'on devrait pouvoir enseigner aux gens. Et quand elle est enceinte, il faut que son alimentation soit de qualité. Parce qu'on a constaté aussi au cours des consultations régionales une forte dose d'anémie. Donc il faut que ces approches soient prises en compte. Et c'est ça que le programme d'éducation parentale va inculquer à toutes les parties prenantes. On va communiquer là-dessus, sur les radios communautaires, sur les radios de proximité. Vraiment, on va passer le message. On va utiliser des outils de communication pour pouvoir faire passer le message, mais en restant toujours dans une approche de participation
et dans une approche de synergie d'action. C'est extrêmement important pour nous. Donc ça, c'est ce qui concerne, par exemple, la première tranche. Nous sommes maintenant à la deuxième tranche qui est la période néonatale ou bien périnatale. Ça veut dire la femme vient d'accoucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des femmes qui n'allaitent pas leurs enfants exclusivement au sein maternel. Oui. Or, il est recommandé qu'il faut un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, sans eau, parce que il est déjà complet. Oui, elles ne veulent pas que leur sein tombe. Entre On vous guillemets, a- ou alors C'est pas ça qui fait tomber les seins. elles sont modernes. Oui, mais- Sans savoir qu'en Occident, eh bien, il y a tout un mécanisme justement pour les femmes de continuer à allaiter Voilà. leurs enfants. Ce Ok. n'est pas un Donc, signe d'émancipation. Voilà. Il faut que l'allaitement maternel soit exclusif. Et puis, il faut que les parents déclarent l'existence de leurs enfants. Et puis, il faut que la mère accouche sous la surveillance d'un personnel qualifié dans une structure officielle. Une dame comme ça qui me disait lors d'un programme, l'enfant, s'il ne prend que le sein, il aura faim, il faut lui donner un peu de... Non, ça n'a rien à voir. C'est Justement. justement le manque d'information C'est le manque que d'information. nous apportons justement. Et on fait du mal. Oui, oui. On fait beaucoup plus de mal Voilà. à l'enfant que de Voilà. bien. Et il y a aussi que la femme doit se rendre dans les structures sanitaires au cours des 6 semaines après l'accouchement, parce qu'il y a un suivi du bébé à faire. Il peut être né avec des malformations, il peut être né avec des handicaps, donc il y a un suivi à faire. Et puis, même la femme qui est allaitante aussi, parce qu'elle donne son sein à l'enfant, son alimentation doit être améliorée. Voilà, donc il y a une hygiène alimentaire à avoir, une hygiène de vie à avoir, une hygiène même de son environnement. Et puis, la mère et l'enfant doivent dormir sous une moustiquaire imprégnée. Donc, c'est autant de choses qu'on doit avoir quand on est dans cette tranche d'âge. Oui. Et vous voyez encore que le volet santé Santé. prend le pas Oui. sur les autres. Pour dire que les sectoriels, ou bien les approches sectorielles le sont, c'est vrai, mais souvent, on a des approches de transversalité. Vous allez voir qu'après, la santé va encore revenir quand on sera dans un autre domaine. Oui. Ensuite, il y a la période de 3 mois jusqu'à 3 ans. Alors ici, il y a le calendrier des visites médicales que les parents ne respectent pas toujours. Si vous prenez le carnet de l'enfant, c'est marqué quelque part un ensemble de vaccinations à faire. Et les parents aussi doivent apporter des soins essentiels pour la croissance de l'enfant. Et ils doivent être, vous vous rappelez, dans l'une de nos définitions, on a parlé de développement affectif, social et intellectuel. Ça, c'est le rôle des parents. À partir de ce moment, l'éveil commence. Le père doit pouvoir jouer avec les enfants. Est-ce que cet aspect d'éveil, ce début d'éveil, est très important pour la suite au niveau de la capacité de l'enfant à intégrer un cursus scolaire? Oui, il y a des études, on n'a pas les références ici, mais on peut les trouver. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que ceux qui ont été pris en charge très tôt ont eu des résultats meilleurs par rapport à ceux qui n'ont pas eu cette prise en charge. Et c'est pour ça qu'il y a des structures d'encadrement préscolaire, école maternelle, crèche, pouponnière, tout ce que vous voulez. Mais c'est une façon de préparer l'enfant à aller à l'école. C'est un accompagnement. Autrement dit, on ne peut pas sortir de la maison de façon brutale et aller à l'école primaire. Donc chaque secteur de l'éducation préscolaire obéit à un objectif bien précis. Exactement. Dans l'éducation préscolaire, il y a 3 sections. Il y a la petite section, il y a la moyenne section et il y a la grande section. Et il y a des parents qui disent non, mon enfant n'a pas besoin de passer par tout ça, je l'envoie directement à la grande section ou au CP. Les parents sont à ce niveau bien précis, sont comme tous les fanatiques de football, c'est-à-dire tout le monde apprécie le comportement de l'arbitre, selon que c'est contre nous. Non, je pense que toute modestie mise en avant, c'est de permettre aux spécialistes de faire leur travail. Oui. Il y a ce que nous voulons, de par notre volonté, et il y a ce qui est, ou ce qui doit être. On n'est pas toujours en phase, mais nous qui avons l'expérience de ces choses-là, on comprend. C'est pour ça qu'il faut former les parents, il faut informer les parents, il faut échanger. Sinon,
c'est la dérive. Parce que quand l'enfant est mal orienté, mal encadré, c'est la catastrophe. Je pense que c'est une méconnaissance de la situation et de ces questions-là qui amène les parents à penser autrement. Et si une communication est faite, si une sensibilisation est faite, en leur montrant justement, comme nous sommes en train de le faire, l'importance de ces différentes étapes et les dispositions naturelles de l'enfant et l'action des stimulations des différents acteurs, je pense que les parents qui veulent le bien de leur enfant vont souscrire à tout cela. Oui, c'est pour ça que nous disons, on a vraiment une pression sur nous-mêmes pour que notre programme d'éducation parentale soit élaboré et mis en évidence. Ça devrait apporter beaucoup d'informations parce que c'est l'avantage de prendre en compte tous les aspects prioritaires qu'on a développés ici en termes d'éveil, en termes d'éducation, en termes de santé, de nutrition, de protection, d'eau, hygiène et assainissement, pour apporter l'information, mais aussi pour échanger, pour que les gens comprennent que c'est une responsabilité, mais c'est une responsabilité savante. Quels sont les spécialistes? Que disent les spécialistes? Qu'est-ce que nous faisons? À partir de cela, si la communication est bien élaborée, je pense qu'on peut se comprendre et puis les choses iraient de l'avant. Et comme vous le dites si bien, souvent, à tort ou à raison, c'est par manque d'information. Mais vous allez vous rendre compte que même des personnes insoupçonnées Justement. ont des comportements un peu irrationnels. Mais ça, c'est dans la nature des hommes. C'est pour ça qu'il faut beaucoup échanger, il faut être ouvert, il faut communiquer pour que les choses passent. Quelqu'un dira, mais il a fait ses études aux États-Unis, en France, et puis il se comporte comme ça. Ouais. Donc, au-delà de 3 ans, alors, quels sont les autres étapes? Alors, après 3 ans, on a la tranche de 3 à 5 ans. Pardon, de 3 à 6 ans, parce que j'ai dit période prénatale, période périnatale, 0,3, 3,6 et 6,8. Alors, donc, après avoir dit ce qu'il y a à faire de façon synthétique, ce qu'il y a à faire dans les tranches précédentes, on est maintenant dans la tranche, on va dire 3-6 ans. Okay. Alors, ici, il y a déjà l'inscription des enfants dans les structures préscolaires. Exactement. La petite fille ne doit pas être en laisse. Parce qu'on a souvent constaté que la petite fille n'est pas prise en compte. Et il y a aussi qu'il faut apprécier la qualité du service offert par la structure. Il y a des structures formelles et il y a des structures non formelles. Donc, tout le monde connaît les écoles maternelles, mais il n'y a pas que les écoles maternelles. Il y a les structures, il y a les centres d'accueil de la petite enfance. Donc, il y a beaucoup de structures en milieu communautaire qui essaient d'apporter une prise en charge de l'enfant. Mais le problème qu'on a, et ça, il faut l'avouer, c'est les animateurs de ces structures. Et justement, dans notre document de politique, il y a un volet de renforcement des capacités qui est prévu pour qu'on puisse apporter l'appui technique nécessaire à tous ceux qui ont la charge de la petite enfance. Donc ça, c'est un gros défi, mais au moins, ils ont l'avantage de prendre les initiatives. Et en milieu communautaire, ça existe. Il faut peut-être renforcer tout cela, trouver peut-être un cadre réglementaire qui va permettre de pérenniser tout cela. Voilà. Ok, donc là, on a défini les différentes étapes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour synthétiser tout ça là, pour conclure sur cet aspect du développement de la petite enfance? Alors, ce qu'il y a à dire peut-être sur les tranches d'âge, c'est déjà de comprendre et de faire le lien entre le développement de l'enfant, qui est un processus, et le niveau d'encadrement. Il faut en tenir compte. Mon enfant est à quelle phase? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Ou qu'est-ce que je devrais lui apporter? Et en même temps, quand on lui apporte des choses, il faut bien le comprendre, on va le voir peut-être dans une prochaine émission, c'est en termes de droits et non en termes de besoins. On rappelle souvent aux parents que quand vous lui donnez un cadeau, c'est pas parce que vous êtes le plus gentil des parents, non. Vous ne faites rien d'autre qu'accomplir un droit qui sied à l'enfant. L'enfant a droit au cadeau. On ne lui donne pas cadeau parce qu'il a bien travaillé. Non, ça n'a rien à voir. Qu'il ait mal travaillé ou pas, il a droit à des cadeaux. Ah bon? Oui. Ça fait partie des droits de l'enfant. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il faut comprendre.
Donc nous disons que du développement de l'enfant où l'approche, la réponse nationale doit être adaptée aux différentes tranches d'âge. Il ne faut pas perdre de vue la cible. Selon que nous sommes dans X ou Y période, il y a une réponse bien mesurée, bien cadencée à apporter. Ce n'est pas des réponses tous azimuts, ce n'est pas un bienfaiteur, non, mais c'est surtout en termes de droits. Parce que l'enfant a des droits qu'il faut respecter en tant que parent. Et ça, c'est une exigence en tant que parent que nous avons accomplie. Ok, merci M. Tetia. Et je pense que la prochaine fois, nous allons parler un peu des domaines d'intervention et de coopération. Justement, on a cité les différentes étapes et je pense qu'il y a des structures, il y a des organisations qui interviennent. Vous avez parlé des structures de l'État, bien que des structures privées, les classes maternelles par exemple. Mais il y a bien d'autres structures qui interviennent justement en fonction de ces différentes étapes-là. Nous allons en parler la prochaine fois et puis voir quelles sont les lacunes dans ces interventions et puis proposer des solutions justement pour aider les uns et les autres en sorte que nous puissions atteindre les objectifs qui sont fixés justement par l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne le développement de la petite enfance. Amis et auditeurs, vous étiez à l'écoute du défi de l'Afrique. Vous suivez toujours la série sur le développement de la petite enfance. Merci, M. Tetia, d'être venu. Vous avez un dernier mot, on va se quitter. Encore dit merci à votre radio, à votre tribune, et souhaiter que l'approche du développement intégré de la petite enfance en Côte d'Ivoire soit des plus meilleures, que la prise en charge connaisse de bons résultats pour qu'on ait la chance de voir nos enfants grandir, se développer et intégrer notre société qui en a vraiment besoin. Merci beaucoup, M. Tetia. Amis auditeurs, c'est sur ces mots que prend fin la présente édition de votre magazine de développement, le défi de l'Afrique. Étienne Berthet était à la manipulation technique. N'hésitez pas, je vous encourage à prendre contact avec nos services au 22 49 03 01 ou au 24 00 17 26 pour toute préoccupation. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Vous venez de suivre le défi de l'Afrique, une émission de développement pour le mieux-être de l'Afrique.